Le village de Margaux, dans le Médoc. Cliché de carte postale, châteaux, villages prospères et non prestigieux comme Kirvan, propriété de la famille Schiller depuis 4 générations. Ça va? Ça va. Pas trop fatigué? Kirvan est vraiment une propriété familiale, achetée par mon arrière-grand-père en 1925. Nous faisons partie à Kirvan de la famille des crus classés, ce classement si connu qui avait été fait en 1855. Ceci correspond à un terroir. Si nous réussissons aujourd'hui à produire des vins de cette qualité-là, c'est grâce à ce que nous avons sous les pieds, à ces sols qui sont uniques. Et nous avons la chance d'avoir notre propriété à cet endroit-là, mais c'est vraiment une chance. Si on essayait de faire le même vin à 15-20 km d'ici, on n'y arriverait pas. Culte du terroir, travail d'orfèvre, quoi de mieux qu'un domaine prestigieux de Bordeaux, de Champagne ou de Bourgogne pour raconter la domination séculaire des vins français. Citadelles imprenables, fiers et riches de leur terroir comme autant de berceaux du génie viticole bleu-blanc-rouge. Difficile d'imaginer que derrière ce décor idyllique, une bataille fait rage depuis quelques années, bouscule la France et met fin à sa suprématie sans partage. Chaque château va pouvoir produire un vin différent, avec des équilibres différents. Et c'est ça la personnalité, et c'est ça qui fait de nos produits quelque chose de si unique. Mais on a aussi tous ces pays du Nouveau Monde qui font de très bons vins. Et je crois qu'on ne peut pas rester assis en disant « mon vignoble donne des vins merveilleux, venez à moi ». Non. Nouveau monde, mondialisation, des mots prononcés ici du bout des lèvres. La guerre économique semble loin quand on exporte 80% de sa production à l'étranger, comme à Kirvan. Pour continuer à garder leur rang, les grandes maisons se doivent aujourd'hui d'employer des œnologues conseils, comme Michel Rolland. Un véritable gourou. Producteur à Pomerol-et-Fronsac, c'est peut-être le plus célèbre consultant au monde. En période de vendange, une 60aine de clients bordelais attendent sa visite hebdomadaire et ses conseils pour cueillir les raisins à la bonne date ou bien déguster le jus qui vient d'être récolté. Pour le moment, on est en macération, c'est-à-dire qu'on a tout le raisin, la peau, les pépins, tout est mélangé avec le jus. C'est un vrai métier quand même, de goûter à ce stade-là. Ce qui nous intéresse, c'est la concentration, les tanins, la qualité des tanins, la souplesse, la rondeur, l'équilibre entre l'acidité et les tanins. Voilà, ça c'est ce que l'on cherche. Il y a quand même 6 cuves. Et dans un grand cru classé, la question n'est pas de savoir si le vin sera bon, mais très bon ou exceptionnel. Le palais expert de Rolland s'y emploie et ses avis pèsent lourd à la bourse du vin. Je pense qu'on est sur un grand millésime. J'aime pas trop le dire trop tôt parce que c'est toujours compliqué. Je suis sûr qu'on fait d'excellents vins, ça c'est sans aucun doute. Après, le grand millésime, bon, faut se donner un peu de temps, on le voit un peu après. Mais je pense, si je me fie au niveau de mes sensations au même stade, moi c'est une année où vraiment j'ai de très bonnes sensations. Depuis 20 ans, Michel Rolland joue au globe-trotter, du Chili à l'Inde, en passant par l'Afrique du Sud ou les États-Unis. Un pionnier du mondialisme viticole, bien placé pour savoir qu'au-delà de ses frontières, la France, premier exportateur mondial, n'est plus intouchable. Et si la suprématie des vins d'élite était un peu l'arbre qui cache la forêt? La suprématie des vins français, elle demeure. Mais sur les 57 millions d'hectolitres de vin que produit la France, les vins qui font référence mondialement représentent peut-être 2 à 3% de la production française, et encore j'en suis pas sûr. Donc c'est une suprématie au niveau de certains produits qui sont très peu nombreux et que personne ne nous conteste, et je pense que personne ne nous contestera pour encore de nombreuses années. Mais le marché du vin, c'est les 50 et quelques millions qui restent, qui ceux-là sont complètement en concurrence avec le reste de la planète. L'alerte est venue d'Angleterre. Le pays des pubs et de la bière convertis au vin est aujourd'hui le plus gros importateur de la planète. Une place stratégique qui fait et défait les réputations. Et la France y perd du terrain, passé en 20 ans de 50 à 25% du marché.
attaqué par les rivaux traditionnels de la vieille Europe, Italie, Espagne, mais aussi et surtout par les nouvelles nations viticoles, rassemblées sous la bannière Nouveau Monde, qui rafle 40% des ventes. Une concurrence à haut risque pour le premier poste agroalimentaire français, qui pèse l'équivalent d'une centaine d'Airbus. Zoran Ristanovic est courtier en vin et travaille depuis 10 ans à Londres. Il garnit les caves de riches clients de la City et compose aussi les cartes de vin de plusieurs restaurants et pubs haut de gamme. La consommation de vin en Grande-Bretagne a quadruplé au cours des 10 dernières années. La croissance s'est faite sur les vins du Nouveau Monde et le vin italien. La plupart des restaurants servent encore des vins haut de gamme, comme les grands crus de Bourgogne, les crus classés de Bordeaux, etc. Mais ces vins ne représentent que 5% de la production française. Très peu de restaurants ont encore un Bordeaux ordinaire sur leur carte. La raison, c'est qu'à la fin des années 80, début des années 90, la qualité du Côte-du-Rhône, du Muscadet ou même du Bordeaux ordinaire était tellement médiocre et ils étaient relativement chers. Et alors ils sont arrivés d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Chili avec ces vins marketés comparables au Coca-Cola. Chaque fois que vous en achetez, ils sont exactement les mêmes, mais ils sont agréables. Ils ont un goût, ils sont fruités, ils sont bien faits, ne posent aucun problème. Alors que de nombreux vins français étaient creux, médiocres, sans goût. Du coup, ils ont perdu du terrain. Un déclin qui fait l'affaire du très agressif Nouveau Monde. Oubliez le temps où l'institution pub n'offrait à boire qu'un seul vin de table français, servi glacé de préférence. Les débits de boissons britanniques s'offrent désormais à la diversité. Il y a 10 ans, cela aurait été écrit sur un tableau noir quelque part par là, et il y aurait eu du Muscadet, du Côte-du-Rhône et du Rouge. La différence maintenant, c'est que vous avez des vins pratiquement de tous les continents. À côté des traditionnels Alsace, Côte-du-Rhône ou Bourgogne, l'amateur se voit donc offrir des Malbec argentins, des pinotages sud-africains ou des chardonnays australiens. Des nouveaux venus qui n'ont pas l'exotisme pour cela tout. J'ai ici un verre de Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, d'Hawke's Bay. Pour trouver la même qualité de Sauvignon, si on l'achète directement au producteur dans la Loire, il faudrait mettre environ 9 à 10 euros. Alors que celui-ci coûte environ 6 euros, livré en Grande-Bretagne. Les vins français dans la plupart des pubs haut de gamme de Grande-Bretagne représentent maintenant environ 20% de la carte des vins. Il y a 10 ou 15 ans, n'importe quelle carte des vins avait 80% de vins français. Jancis Robinson déguste et critique les vins depuis plus de 25 ans. Une pionnière, titulaire du prestigieux diplôme britannique de Master of Wine. Une de ces plumes qui ont donné le goût de la treille aux Anglais. Dans ses chroniques attendues du Financial Times, dans ses émissions à la BBC, dans ses nombreux succès de librairie, Jancis n'a cessé d'élargir les horizons, de démythifier le vin. Qu'il ne soit plus l'apanage des seules classes riches qui, malgré les guerres et les rancœurs, demeuraient les inconditionnels alliés des grands Bordeaux ou Bourgogne. Le vin en Angleterre est devenu une boisson vraiment populaire. Autrefois, lorsque j'étais encore étudiante, on ne disait pas simplement du vin, comme ça dans une conversation, mais du vin. Vous savez, c'était quelque chose comme les Barbades ou le polo, quelque chose de chic, d'exotique. Maintenant, le vin, c'est devenu comme les pâtes. Un nouveau statut modelé en partie par les nouveaux pays producteurs qui harcèlent le cellier de Jancis. Chaque jour, chez elle, elle débouche 30 à 50 flacons, tout prix et tout pays confondu. Mais au fait, ça ressemble à quoi un vin du Nouveau Monde? Si on parle des vins du Nouveau Monde en général, leur goût est très évident. Ils vous sautent au nez. À l'instant où ils sont sur l'étagère, ils sont prêts à boire. C'est inutile de les mettre dans votre cave, d'attendre qu'ils soient prêts. Il est inutile de les déboucher, de les faire décanter, d'attendre 2 heures jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Ils sont là, poum, simple, avec un impact immédiat. Voici un Shiraz de Californie, très jeune, 2002. On aurait du mal à voir un 2002 de la région d'origine du Syrah, dans le Rhône. Mais ces gens veulent que le vin soit dans les rayons le plus vite possible pour leur rapporter de l'argent.
Vous ne pourriez jamais prendre ça pour un vin français. Communément, un vin français serait moins immédiat, mais plus intrigant. Il aurait plus de niveaux de goût différents et il ne serait pas si ostensiblement doux. Je pense que c'est le facteur principal de l'attrait pour les vins du Nouveau Monde. Même les vins rouges sont très sucrés et tout le monde aime ce qui est sucré. C'est facile, c'est quelque chose de très très simple à apprécier. C'est vraiment très doux, très évident dans son goût, très commercial. Commercial, le gros mot est lâché. Une ligne de fracture supposée entre la France et le Nouveau Monde, avec l'Australie comme nation la plus emblématique de son offensive. Direction l'hémisphère sud, vers la jeune Australie. Déjà 2 siècles de viticulture, mais le vrai décollage date seulement d'une vingtaine d'années. Un vignoble plus petit que celui du Languedoc-Roussillon, mais qui a doublé en 6 ans. Une raffinerie pétrolière? Non. Une grosse exploitation viticole. Une winery aux alentours d'Adélaïde, la capitale du vin océanien. La France et ses milliers de petits vignerons sont loin. Ici, 4 grandes compagnies, toutes cotées en bourse, assurent 70% de la production nationale. Le modèle australien? Les producteurs récoltent les raisins selon un cahier des charges draconien imposé par les wineries qui s'occupent seuls d'élaborer le vin. Dans les grandes sociétés australiennes, les winemakers, littéralement faiseurs de vin, sont de véritables stars, à l'image de Steve Pannell. Steve supervise l'élaboration de tous les vins rouges de la compagnie Hardy, l'un des 4 géants australiens. Des meilleurs crus au bas de gamme. Sa responsabilité, assurer le succès des 65 marques du groupe. La plupart des gens boivent des vins très bon marché et c'est là que se trouve le cœur de l'activité. Alors si on nous reproche de standardiser le vin, je pense que c'est faux. Je pense que même à un prix très bas, on peut dire qu'un vin est australien et c'est notre force, faire du bon à bas prix. C'est pour ça qu'on a réussi sur le marché anglais, parce que ces types choisiront du vin venant de n'importe où s'il a un bon rapport qualité-prix et qu'il a bon goût. Les cépages des vins australiens sont, comme partout, français, mais les méthodes d'élaboration répondent plus au canon du marketing agroalimentaire qu'au romantisme du vigneron paysan. Tests consommateurs, études de concurrence, des pratiques encore très peu répandues en France. Aujourd'hui, Steve compare à l'aveugle un vin maison avec une dizaine de ses rivaux. C'est chaud, c'est alcoolisé, mais c'est mûr. On compare à ses concurrents un de nos vins, un assemblage sur le point d'être mis en bouteille avec Stewart, qui est chef de produit marketing. Et ensuite, on voit lesquels on aime et comment se placent nos concurrents et les prix. Il s'agit de comprendre le potentiel de ces vins, essayer de voir pourquoi l'un est plus populaire que l'autre. Et quand on les démasque, là on se dit tiens, celui-là est l'un des plus vendus, voilà pourquoi. Ça nous permet d'être beaucoup plus objectifs, moins attachés aux produits que nous faisons. Il a bien le goût de baie. C'est vraiment propre. C'est particulièrement fruité. C'est propre, c'est pas trop boisé, n'est pas trop sirupeux. À la fin de cette réunion, on aura accès à travers nos distributeurs aux chiffres de vente de ces produits. Donc on regardera leurs résultats et on verra ce qu'on en pensait, nous, en termes de goût. Et ensuite on regardera comment ils se positionnent. Pourquoi celui-ci se vend très bien, mais pourquoi il était mal placé dans notre classement? Pourquoi le consommateur le boit? Y a-t-il une grosse campagne marketing? Y a-t-il des promotions autour de ce vin? On regarde tout ce qui entre en jeu. C'est très important ici, dans le verre, mais c'est aussi important sur la bouteille, la marque, le logo. Donc on travaille ensemble pour arriver au meilleur produit que l'on puisse mettre sur le marché. Évidemment, quand on fait des vins australiens à 100 $, on peut faire tout ce qu'on veut pour exprimer sa personnalité. Plus on monte dans la gamme de prix, plus on veut faire un vin particulier. Pas seulement un vin qui a le goût de son origine, mais qui a aussi le goût de la personne qui le fait. Mais plus on descend dans la gamme de prix, plus il faut mettre ses désirs de côté et essayer de comprendre ce que veut le consommateur et lui donner ce qu'il veut. Marque globale, gros volume, faible coût de production, un modèle économique efficace, genre rouleau compresseur. Mais s'il n'y avait que ça. La force des vins australiens, c'est aussi leurs vertus intrinsèques, agréables à boire et de qualité constante. Une équation qui, à juste titre, fait peur aux vignerons qui sont en train de perdre la bataille du vin de masse, comme dans le midi de la France,
Et ces coopératives figurent de proue de ce vin de table qui ne se boit plus. Jean Huillet est président des caves coopératives de l'Hérault. Des violentes luttes syndicales les années 70 aux remises en question actuelles, il assume tout, sans rogner sur sa fierté de vigneron et de paysan. Quand on est un vigneron et digne de ce nom, on n'est pas un paysan comme les autres. Le vin, dans l'imaginaire des gens, c'est un produit qui a toujours été à part. Quand vous regardez l'histoire de l'Antiquité, vous voyez chez les Grecs et chez les Romains, le vin, c'est la boisson des dieux. Donc c'est toujours quelque chose qui est lié à soit un élément de religion, soit un élément divinatoire. C'est quelque chose d'important. Et quand on est vigneron, quand on est producteur de vin, il faut obligatoirement maîtriser la technique. Bien entendu, il y a un savoir, il y a des gestes que l'on apprend, qu'il faut connaître. Mais il y a un élément qui est irrationnel, qui est la passion. Si on n'est pas quelqu'un de passionné, on ne peut pas être un bon vigneron. Dans le Midi, la viticulture, ça n'est pas rien. Ce serait même plutôt tout. Elle a forgé les mentalités et sculpté les paysages. Un terroir marqué au fer rouge par les crises. Ce sont les secousses sociales de 1907, quand Clémenceau fait tirer la troupe. C'est aussi le militantisme occitan des années 70 et 80 contre les importations de vins espagnols ou italiens. Le temps pas toujours glorieux des comités d'action viticole chers à Jean Huillet. Il a fallu se battre pour exister en tant que producteur et on s'est trop longtemps désintéressé du consommateur, pendant que le Nouveau Monde, lui, ne pensait qu'à ça. Mais l'histoire du Midi Rouge ne justifie pas la piètre réputation du vignoble languedocien, quand les coopératives s'occupaient surtout de faire pisser la vigne, payée au rendement, négligeant la qualité. Nous avons été un vignoble de vin de masse. Et il ne faut pas en rougir, c'était une époque où le vin était une boisson énergétique et alimentaire. Et donc à cette époque-là, le Languedoc était leader en production et finalement il trouvait son compte. Et puis il y a eu cette espèce de mauvaise réputation qui s'est installée. Depuis, les choses ont complètement changé. Sur 400 000 hectares, nous avons arraché 120 000 hectares. Et donc aujourd'hui, la qualité est au rendez-vous. Nous avons des produits qui sont comparables à tous les produits de tous les vignobles du monde. Nous n'avons à rougir de rien. Ah, c'est fini, les vendanges sont parties. Hein. Là, c'est tout le monde de plein pot dans les vignes. Hein. Moi, ça me fait peur. Je pense qu'on va avoir tout. Ah, on a tout mûr en même temps. Tout, il va falloir bomber comme des fous. Peut-être qu'il faudra bouger les oreilles à la cave. Hein. Ce soir, on en discutera au conseil. Il faut peut-être bouger. Il faudrait peut-être ouvrir demi-heure de pluie le matin, demi-heure de pluie le soir, pour pouvoir rentrer au maximum. Hein. Moi, je préfère... Bon, le problème, c'est que derrière, il faut quand même faire du vin. Hein. Les Français consomment 2 fois moins de vin qu'il y a 30 ans. L'évolution des mœurs et du travail a sonné le glas du vin de table. En 10 ans, les coopératives ont connu leur révolution culturelle. Mutation des sols vers des cépages nobles, bordelaises ou bourguignons. Énormes investissements techniques, de la vigne au chai. Une remise en question douloureuse, mais salutaire. La qualité a fait un bond en avant. Et patatras, voilà le Nouveau Monde qui débarque avec des vins souvent plus lisibles que la myriade d'appellations françaises. Le consommateur a besoin que le vin soit de quelque part. Elle a besoin de connaître son origine. Mais il y a un nouveau comportement des consommateurs qui est le comportement du vin plaisir et qui passe par les marques. On est dans un monde qui a été un monde marketé. Alors, qu'on lutte en tant que citoyen contre, qu'on essaie d'expliquer à nos amis que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses, parce que c'est l'oppression d'un système capitaliste sur tout un peuple. Oui, mais en attendant, il y a un comportement d'achat. Donc ça veut dire que si on ne rentre pas dans la logique des marques, on va être balayé. Les marques n'ont pas été inventées par le Nouveau Monde, mais il en a fait son miel. Comme la plus grande entreprise mondiale, Constellation, née de la fusion de Hardy l'Australien avec un conglomérat américain. D'Océanie en Amérique, le soleil ne se couche jamais sur les 37 wineries de cet empire, leader en Grande-Bretagne. Je pense que nous contribuons à l'éducation du consommateur. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de connaissance du vin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs avertis en Angleterre. Mais nous voulons propager ce savoir et aider les gens à comprendre le vin, écarter le côté mystique du vin. Le vin, ça doit se boire tous les jours et s'apprécier tous les jours. Et pour ça, les compagnies australiennes ne lésinent pas sur l'effort promotionnel, quand la France est souvent absente. Ici, au stade londonien de Twickenham, à quelques heures d'un match de rugby Angleterre-France. Pendant que le 15 des Bleus boit la tasse, les Australiens sont là pour faire connaître et boire leur vin aux Anglais.
Les vins du Nouveau Monde sont en train de devenir plus populaires. C'est facile à boire, très rafraîchissant, très léger. C'est agréable à boire. En fait, les vins australiens ont pris le marché des vins de qualité moyenne, faciles à boire. C'est là que la révolution arrive en Angleterre. C'est beaucoup moins cher que la plupart des vins français. On aime toujours les vins français. Quand on veut boire un très bon vin, on a tous un Corton Charlemagne ou un Rothschild, un Château Palmer, Château Talbot. Des grands vins français, on peut dire. Mais ça, c'est facile à boire, agréable. La réalité, c'est que le Nouveau Monde arrive, avec l'Australie en tête. Et l'offre qu'il apporte est simple. Il y a le nom de la marque, le nom du cépage et le millésime. C'est facile à comprendre pour le consommateur. Une nouvelle pédagogie largement relayée par les supermarchés britanniques qui totalisent 70% des ventes au Royaume-Uni. Le vin est sorti des pubs et des seules grandes occasions pour conquérir le quotidien des Anglais. Grâce à la grande distribution qui bat la mesure et fait encore la part belle aux Français. Mais jusqu'à quand ? Nous présentons les vins par couleur. D'un côté, nous avons les vins blancs et les vins rouges sont dans une autre partie du rayon. Et ce que nous faisons, c'est que nous présentons tous les vins par pays. L'idée, c'est que lorsque le consommateur arrive dans le rayon, il voit 800 bouteilles de vins différentes. Donc ce que nous avons vraiment essayé de faire, c'est briser ce mur de vin avec de nombreux repères. Et ça aide vraiment le consommateur à faire son choix facilement. 1 minute 30. C'est le temps estimé du consommateur pour choisir une bouteille dans le rayon. Le message doit être clair. Et les pays du Nouveau Monde, avec leurs marques, leurs étiquettes et leurs promotions alléchantes, s'adaptent très bien aux lois des reins des supermarchés. Lorsqu'on place devant le consommateur différentes sortes d'étiquettes, invariablement les consommateurs nous diront que les vins du Nouveau Monde ont des étiquettes plus faciles à comprendre. Par exemple, choisissons quelque chose par ici. Voici, nous avons un Cabernet Merlot australien à 3,99 livres. C'est un vin de table, vous pouvez voir le design. C'est un design clair et coloré. C'est attractif. Le bleu, la mer, c'est très Nouveau Monde, une idée de l'Australie. De plus, cela vous dit tout de suite ce que c'est. Un Cabernet Merlot, et c'est bien plus facile pour les gens de comprendre quel vin ils vont boire. Les étiquettes des vins français ont tendance à être plus compliquées, et le consommateur doit d'abord savoir ce qu'il cherche pour pouvoir comprendre ce qu'il achète. Mais en même temps, ce que la France possède, c'est un héritage, une tradition, ce que manifestement le Nouveau Monde n'a pas encore, et c'est ce qu'il voudrait acquérir. Ah, le patrimoine et l'héritage français. L'étalon or pour bâtir une notoriété. Démonstration chez Bibendum. Cette prospère société londonienne importe et distribue des vins fins tricolores depuis 20 ans. Elle s'occupe aussi du développement de labels du Nouveau Monde, qui n'hésitent pas à mettre en avant les qualités des vins français pour vanter leurs produits. Une belle gymnastique, comme ici, avec une marque chilienne. Bon, je vais vous montrer les publicités pour la presse spécialisée et pour la presse grand public. C'est une campagne construite sur l'idée que Valdivieso a gagné plus de récompenses aux dégustations organisées pendant le salon Vinexpo à Bordeaux que n'importe quelle autre compagnie chilienne. Donc le concept c'est ne nous faites pas confiance, faites confiance aux Français. Il y a une première version qui est le vin chilien, ce qu'il y a eu de meilleur à Bordeaux depuis des années. Une autre dit les Français adorent le Valdivieso. Le Nouveau Monde, enfant de l'Europe, marche dans les pas de son géniteur. Mais quand on parle affaires, ce sont deux logiques qui s'affrontent. Le Nouveau Monde a vraiment une approche dictée par le marché et les consommateurs. Et je pense que l'ancien monde, c'est « Eh bien, nous sommes producteurs, nous faisons ce que nous faisons, ça coûte ce que ça coûte, on emballe comme on veut, c'est à prendre ou à laisser ». La raison pour laquelle le Nouveau Monde est en train de gagner, c'est qu'en France ou dans n'importe quel autre pays, le consommateur est roi. Il aura ce qu'il désire et non pas ce que vous avez décidé qu'il devrait avoir. Château Lafite ou les Grands Bourgognes se vendront toujours. Ce sont des vins merveilleux qui sont une référence pour le reste de l'industrie et qui ont une très bonne image chez le consommateur. Je veux dire, Margaux, c'est une marque.
Romanée Conti, c'est une marque. Les gens qui connaissent quelque chose au vin connaissent ces noms, parce que pour eux, c'est une référence. Mais aujourd'hui, des vins comme Grange Hermitage en Australie ou Nicolas Catena en Argentine arrivent à se créer une image aussi forte en 2 ou 3 ans, alors que pour les autres, ça a pris 200 ans. Les premiers coups de semonce contre la vieille Europe ont été tirés ici, au nord de San Francisco, dans la désormais mythique Napa Valley. La Californie, c'est du vin de masse, c'est aussi une concurrence qui s'attaque au vin haut de gamme. La Californie, comme les pays de l'hémisphère sud, se bâtit une identité et commence même à découvrir ses terroirs. Alors on y trouve bien sûr des vignobles de milliers d'hectares, mais on déniche aussi des petits joyaux, comme le domaine Newton. Vignes en coteaux, jardins à la française, rien n'est trop beau pour la propriétaire, Suwa Newton. Émigrée chinoise, médecin, ancien mannequin chez Chanel, épouse de milliardaire, Suwa est entrée en viticulture comme en religion. Il y a de nombreuses années, je suis allée dans un merveilleux restaurant parisien. J'y ai trouvé des vins de 1918, Lafite, Bechevel, Lynch-Bages. Je me suis dit, mais comment ont-ils fait de si merveilleux vins? C'était le savoir-faire, la passion, le climat et le terroir. Ça se traduisait par des vins inoubliables, 72 ans plus tard. Ça a changé toute ma vie, toutes mes perspectives. Et quand on veut le nec plus ultra, on va chercher un consultant français, réputé pour savoir faire les grands vins. Michel Rolland a une quinzaine de clients en Californie, souvent prestigieux, comme Suwa Newton. Ici, ça paraît plus verré que... On a beaucoup avancé ces 2-3 derniers jours. On est en Californie, mais aujourd'hui on parle français. C'est la langue natale des 2 winemakers maison, John le Suisse et Vincent, né en Aquitaine. Ça a quand même bien meilleure mine. Sur un pied comme ça, on en a quand même beaucoup trop. Hein. Alors, les deuxièmes grappes, là, celle-là, elle est bien assez importante. On peut en enlever la moitié. Et le retard est pris parce qu'il y a une charge trop importante. Exactement. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît les vignes en France, il connaît tous les vignobles du monde. De ce fait, les conseils qu'il peut nous apporter sont totalement différents. J'attends de lui qu'il marche à travers les vignes juste avant la vendange, avec mes employés et moi-même, et qu'il nous explique ce qui va pouvoir faire la différence. France ou Nouveau Monde, les recettes sont les mêmes pour faire de grands vins. Pourtant, le jeu est inégal. Dans le Nouveau Monde, on peut mélanger des cépages sans l'indiquer sur l'étiquette. On peut planter des vignes où on veut, autant qu'on veut. Pas en France, où la taille des domaines est strictement limitée. De la grappe à l'étiquette, le système des appellations contrôlées maintient des réglementations très rigoureuses. À l'inverse, le Nouveau Monde jouit d'une liberté totale. Vous préconiseriez un arrosage, si possible, juste avant la vague de chaud, pour essayer de supporter... C'est mieux. C'est mieux, hein? Parce qu'après, une fois que la vigne a eu son coup de chaud, elle profite beaucoup moins de la fraîcheur qu'on peut lui apporter. Donc si on peut anticiper, c'est mieux. Symbolique de ces différences, l'irrigation. L'arrosage est admis dans tous les nouveaux pays producteurs, pas dans l'Hexagone, où on laisse la seule nature aux commandes. Quand l'irrigation a été découverte, elle se faisait par inondation, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas le goutte à goutte, on inondait les sols. Et les gens s'en servaient. Pourquoi? Pour faire de la surproduction, bien sûr. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un propriétaire qui veuille faire des grands vins, qui imagine mettre l'irrigation pour faire de la surproduction. Aujourd'hui, ça paraît aberrant. Parce que l'irrigation bien conduite peut être un atout de qualité. Quand on n'est pas assez humide, en fait, on n'a pas le meilleur raisin. Le Nouveau Monde, ils ont plus la possibilité d'arriver à un meilleur résultat que nous parce qu'ils ont un esprit un petit peu plus ouvert. Nous, on a créé des réglementations à une époque où il fallait les créer. Aujourd'hui, il faudrait les réétudier parce qu'elles n'ont plus de sens, elles n'ont plus cours. En Australie, aucune tradition séculaire n'entrave l'action des winemakers. Mauvaise récolte, piètre millésime, les wineries peuvent acheter et assembler les raisins des différentes régions du pays. Les marchés anglo-saxons raffolent de vins au goût boisé,
On peut ajouter dans les cuves des copeaux de bois, moins coûteux qu'un vieillissement en barrique, une pratique interdite en France. On mobilise les technologies de pointe pour une gestion sur mesure de la vigne. Une obsession, ne pas limiter les perspectives. Je ne me soucie pas vraiment de la technique utilisée du moment que le vin a bon goût. C'est ce qu'on oublie peut-être parfois. Personne ne va faire quoi que ce soit au vin pour le rendre délibérément mauvais. Donc, tant qu'on fait quelque chose pour que le vin soit meilleur, et tant que c'est légal, allons-y. À l'opposé des rivalités de clochers entre les régions françaises, on est aussi frappé par la cohésion des producteurs australiens qui se battent pour la marque Australie. Ils investissent ainsi de concert dans la recherche œnologique. Sur le campus d'Adélaïde, un institut national concentre l'effort scientifique australien, financé par une taxe versée par l'ensemble des wineries et des producteurs de raisins. La recherche australienne est aujourd'hui considérée comme l'une des plus inventives. Elle fait aussi chuter les coûts. Travaux sur les arômes, les levures, étude des molécules d'un cépage pour modifier son goût poivré ou vanillé. Pour Saki Pretorius, sud-africain et directeur de la recherche, un seul mot d'ordre, ne se fixer aucune limite. En ce moment, Jeff analyse la couleur. Si vous voulez une couleur plus dense, par exemple dans un vin pinot noir, il faut utiliser cette levure spécifique qui a été sélectionnée par notre équipe de microbiologie. Il faut la tester. Ensuite, nos chimistes vont l'analyser et voir quelle levure va en réalité nous donner la meilleure couleur. On l'enverra ensuite dans nos cuves où on va faire du vin à une échelle commerciale, puis on fera des tests sensoriels. On le fera goûter à nos panélistes qui nous diront si ça marche, si c'est bien ça, la couleur que veut le consommateur. C'est rare de pouvoir ainsi relier vos recherches fondamentales à ce que l'on trouve dans le verre. Ça vient du sol jusqu'au verre. Tout ce qui se passe entre-temps doit arriver jusqu'au verre, parce que pour nous, la définition de la qualité, c'est la satisfaction constante du consommateur. 14 nationalités sont représentées à l'Institut. Un recrutement international que ses dirigeants aiment mettre en avant comme la preuve de l'excellence du modèle australien. Quand recherche et communication bien rodées font bon ménage. C'est une culture du possible. On peut le faire, c'est l'esprit pionnier. Que pouvons-nous faire pour innover? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect pour la tradition. Il y a toujours un profond respect pour le produit. Nous savons que nous ne pouvons pas fabriquer du vin. Il s'agit de mettre en œuvre ce que la nature nous donne de façon à pouvoir dire « Regarde, consommateur, c'est ce que nous pouvons te donner. C'est ce qu'on peut offrir, cette qualité à ce niveau de prix. C'est meilleur que n'importe quel produit concurrent. » Alors, le monde du vin nous rejouerait la bataille des modernes contre les anciens. D'un côté, une mentalité de pionnier et sa religion du consommateur. De l'autre, le génie poussiéreux de la qualité française. Opposition un peu facile, qui oublierait la formidable réussite technique et commerciale de nos terroirs. Parfois exceptionnelle, comme dans la vallée du Gassac. Un des plus beaux noms de ce Languedoc où l'on a facilement le verbe haut. Le clivage sur la planète n'est pas un clivage entre des Australiens, des Américains et la vieille Europe. À l'heure actuelle, la planète est en train d'être confisquée par l'argent. Étude de la Banque de France des derniers 6 mois. Dans 10 ans, le vin à l'échelon mondial sera contrôlé pour 60% par un seul groupe financier. C'est-à-dire qu'il restera peut-être des producteurs plus ou moins indépendants, mais le marché du vin, production, mise en marché, vente, sera contrôlé à 60% par un seul groupe financier. Et pourquoi cela est possible? Parce que vous avez en face de ce groupe financier surpuissant, vous avez l'abomination des grandes surfaces modernes, demandeuses de produits industriels réguliers en énorme quantité, mais où le génie de la différence disparaît. Alors, l'argent de la grande surface et l'argent des groupes de production condamnent effectivement les beaux produits agricoles et le vin de petite série à un avenir très difficile. Culte du vigneron et exaltation des racines n'empêche pas d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Samuel, l'aîné de la dynastie Guibert, a fait ses classes pendant 5 ans dans les wineries de Nouvelle-Zélande et d'Australie
avant de revenir au pays. De quoi jauger les us et coutumes de l'adversaire. Nous n'avons pas les mêmes régulations qu'en Australie ou qu'en Nouvelle-Zélande ou qu'en Californie. Ici, il est interdit d'irriguer. Vous verrez en Nouvelle-Zélande, en Australie, l'irrigation partout, sur des vignes qui ont 30 ans comme sur des vignes qui ont 2 ans. On a le droit d'ajouter beaucoup plus de choses dans le vin, au niveau acidité, au niveau aromatiseur. Vous allez rajouter quelques arômes de pamplemousse, par exemple, dans le chardonnay, un peu de sucre, un peu d'acidité, etc., etc. Celui qui le veut produire, ce vin, il le sait. Le consommateur, il le voit nulle part. Moi, je serais pour, à la limite, que l'on dise, bon, ben, vin industriel et vin artisanal, sans poser, encore une fois, de jugement de valeur. Je ne dis pas qu'industriel, c'est moins bon, et qu'artisanal, c'est mieux. Par contre, on sait clairement si on achète un poulet de batterie ou si on achète un poulet d'élevage. Pourquoi pas faire la même chose avec le vin? Transformer le monde en un paquet de touristes qui rentreront dans des avions géants pour bouffer les mêmes merdes partout sur la Terre, ça ne me semble pas l'idéal. Mais j'ai le regret de dire que je ne me semble pas être le héros de la majorité. Je crains de parler au nom d'une minorité. Standardisation des vins de masse, l'accusation porte aussi parfois sur les vins haut de gamme, soumis à l'écrasante influence de quelques flying winemakers, les consultants en vinification comme Michel Rolland. Affirmation réfutée par l'intéressé. Il y a des vins en Californie, il n'y a pas un vin. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui regardent vers la qualité, sélectionnent leur terroir, leur parcelle, ils font exactement la même chose que nous. Et des fois même mieux que nous. Bon, il faut arrêter les clochers, le chauvinisme, tout ça. Il faut être tout simplement réaliste. En France, tout le monde pense que parce qu'on est à Bordeaux, on fait des grands vins, c'est faux. Et puis tout le monde pense que parce que c'est des vins du Nouveau Monde, c'est des grosses productions, c'est des vins technologiques, c'est faux aussi. Bon, alors il faut relativiser tout ça, c'est tout. Faut être juste et regarder ça avec sérénité. Mais après 30 ans, imaginez la sérénité que je peux avoir. Le 13, bon, j'ai trouvé ça avec pas mal de fruits, assez élégant. Manque un peu de densité en milieu de bouche. Je crois que je mettrais A, mais à moins, parce que c'est quand même un bon vin. De plus en plus, le monde reconnaît que nous sommes capables de faire des vins de classe internationale. Et je pense qu'on doit cela à une poignée d'entre nous qui donnons vraiment notre cœur et notre âme dans tout ça. Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, sur notre tradition. Nous n'avons pas honte d'aller de par le monde dire « goûtez ce produit ». Je me rends à de nombreuses dégustations dans des magasins et je rencontre le public et je leur dis bonjour, goûtez ça, blablabla, et je leur raconte ce que je fais. Ce qu'il faut, c'est être proche du consommateur. Aller vers le client, mais aussi faire venir le client à soi. Et le Nouveau Monde ne recule devant aucune idée a priori saugrenue. Une compagnie américaine comme Wenti joue sans complexe la carte du sacro-saint entertainment. Elle n'a pas hésité à planter un golf au milieu de ses vignes pour mieux vendre son vin. On est loin du simple parcours balisé des routes des vins à la française. Le français Marc Bourrelli, après 11 ans dans l'industrie hôtelière, n'a pas été trop dépaysé par les audaces de son employeur. Là, on est à la fois au sein du vignoble et au sein du parcours de golf. À ma gauche, vous avez des vignes de variété Cabernet Sauvignon qui vont être vendangées d'ici à 2 semaines. Les vignes qui sont plantées au sein du parcours de golf sont également utilisées pour la production de nos vins. Ce n'est pas uniquement pour de la décoration. Quand un Français consomme en moyenne 55 litres de vin par an, l'Américain n'en boit encore que 10. Un chiffre qui stagne et fait subir à la Californie sa première crise de surproduction. La fureur de planter des Américains exige de nouveaux débouchés. 80% de la consommation de vin aux États-Unis se fait sur 20% de la population. Donc il y a un potentiel de consommation nationale qui reste encore à exploiter. Et donc les différents vignobles essayent de générer, si vous voulez, ou de créer de nouveaux consommateurs, d'inciter les gens à consommer du vin par diverses opérations. On a un restaurant, on a une activité banquier qui est très importante. Pour réserver un mariage chez nous, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Et ça n'est pas tout. Le client pourra déguster les vins maison en assistant au concert des vieilles gloires de la chanson US, Joe Cocker ou Tony Bennett, avant bien sûr d'acheter au magasin du domaine du vin,
mais aussi de l'huile d'olive, des vinaigres, des moutardes ou des cravates. Bref, tout l'attirail des produits dérivés. Wenti est considéré comme une marque, mais c'est avant tout considéré comme une famille. On dit que c'est une famille qui a cette exploitation depuis 120 années. C'est important parce que les États-Unis ont un peu d'histoire, comme on le sait, et donc tout de suite, une société ou une famille qui a 100 ans d'histoire derrière elle, avec des photos noir et blanc, etc. C'est un capital qu'on exploite et qui aide énormément à développer les ventes, à développer l'image d'une entreprise. 100 ans d'existence, c'est encore un peu jeune pour s'endormir sur sa réputation. Surtout quand l'activité intérieure stagne et que le salut se trouve au-delà des frontières. L'industrie du vin n'arrive pas à la cheville de l'industrie de la bière pour conquérir les consommateurs. Dans tous les pays, les brasseurs font de la publicité. Ils ont des programmes de promotion, ils atteignent les plus jeunes générations, mais aussi les plus vieux. Et les boissons non alcoolisées, le café, le thé, la bière, ils nous marchent sur la tête. Tout compte fait, chaque individu n'aura bu qu'une certaine quantité de liquide. Et la question c'est, quel liquide va-t-il boire ? Je crois vraiment que l'objectif à atteindre pour nous tous, sur le marché du vin, c'est de créer de nouveaux consommateurs. On dit souvent que si on allait en Chine et qu'on arrive à ce que chacun boive un verre de vin par mois, il n'y aurait pas assez de vin dans le monde. Donc il y a des tas de consommateurs partout. Dans le sud de la France, des producteurs ont décidé de contre-attaquer avec les mêmes armes que celles du Nouveau Monde. Aux confins des Salins du Midi, à Aigues-Mortes, le groupe Val d'Orbieu mène la riposte. L'ancien modeste rassemblement de coopérateurs est devenu le numéro 2 français du vin. Son objectif prioritaire, devenir le numéro 1 français des vins de marque. Pas facile quand les rivaux ont des budgets publicitaires colossaux. Un exemple, la première marque américaine dépense en communication sur le marché anglais autant que l'ensemble des vins de Bordeaux. Cette compétition est inégale. C'est en gros des poids lourds qui se battent contre des poids plumes. J'ai rencontré le propriétaire d'une des plus grandes wineries, des plus grands distributeurs américains, Gallo, M. Gallo. Il m'a expliqué qu'il avait 2000 commerciaux dans le monde qui vendaient du Gallo. Un groupe en France moyennement équipé a une dizaine de gars dans le monde, quoi. Ça montre la difficulté du combat. Pour attaquer le très stratégique marché anglais, Val d'Orbieu a débauché un expert du marketing dans une grande compagnie australienne. La France se met enfin à faire des relations publiques et, ironie de l'histoire, ce sont les anglo-saxons qui lui rappellent que sa force, c'est elle. La France a un argument fantastique qui dit « Nous produisons du vin depuis des centaines d'années. Bien avant le Nouveau Monde, nous avons un fantastique atout avec notre terroir. Malgré tout, là où nous ne sommes pas bons, c'est dans la création de marques. Et aujourd'hui, pour les vins français, les marques, c'est ce que veut le consommateur. Mais créons quelque chose qu'il puisse comprendre. » On ne vend pas seulement du vin, mais un style de vie. Le consommateur anglais considère toujours le vin comme un produit valorisant. Et je pense que le charme de la France, c'est d'être une destination de vacances favorite pour le consommateur anglais. On a voulu mettre cela en valeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement du vin, ça fait penser aux vacances, à ce qu'on mange là-bas. C'est très célèbre pour la production d'ail et le fromage de chèvre. Donc on vend un tout qui place le vin dans un contexte. Ce que j'aimerais, c'est que toutes les sociétés françaises entrent dans le jeu, qu'on puisse avoir un véritable label France sur le marché. Je pense que ça aiderait vraiment l'industrie française du vin. Curico, à 3 heures au sud de Santiago. Avec septembre s'achève la saison d'hiver dans l'hémisphère sud. Dernier avatar du mondialisme viticole, des producteurs français ont décidé de s'implanter sur le terrain des rivaux. C'est le cas de Michel Laroche, producteur réputé de Chablis, également présent dans le Languedoc. Depuis 2 ans, il décline son nom au Chili. Tous les 6 mois, il délaisse Chablis pour Santiago en emmenant dans ses bagages quelques clients, distributeurs au Québec ou au Mexique. Ici, il y a un climat qui, pour la vigne, est absolument unique.
Les journées d'été classiques, c'est du soleil, du beau temps, sans que pour autant on ait des chaleurs excessives, des nuits qui sont fraîches, ce qui fait que ça produit toujours des vins avec beaucoup d'arômes. Ouais, c'est sympa quand même. Hein. Ouais. Ce que vous voyez ici, avec beaucoup de vignes en coteaux comme ça, c'est quand même une démarche très nouvelle ici. Parce que la culture de la vigne, les gens ne se cassaient pas les pieds et cultivaient la plaine, là où le sol était riche. Et le Chili a produit beaucoup de rendement par hectare. Là, depuis quelques années, il y a vraiment une prise de conscience qualitative, ce qui fait que les rendements sont déjà en train de diminuer parce que les gens deviennent beaucoup plus sévères dans la culture de la vigne et ils commencent à planter tous ces coteaux. Et la différence essentielle entre les terres de plaine et les terres de coteaux, c'est que ces terrains-là sont beaucoup plus pauvres. Hein. Donc ils ne vont pas produire des quantités énormes de vin. Et ils produisent ici des vins plus concentrés, plus intéressants sur les coteaux que par rapport à la plaine. Et si vous voulez travailler des terrains avec des pentes comme ça en France, premièrement, vous allez trouver personne pour le faire, ce boulot-là. Et puis deuxièmement, les ouvriers que vous allez mettre à travailler ici vont vous coûter entre 6 et 7 fois plus cher que ceux qui sont là. Et la part de la main-d'œuvre n'est pas négligeable, elle est même importante dans la production d'un litre de vin. Suite de la visite à San Rafael, domaine de Michel et de son associé chilien, Jorge Coderch, surnommé Caballo Loco. Un cheval fou, déjà créateur d'une marque à succès et toujours à l'affût des dernières innovations techniques. On a deux systèmes d'irrigation, un à l'extérieur et un sur les racines, à 1 mètre de profondeur. Donc sur cette parcelle de 125 hectares, on peut contrôler chaque rang. Donc on a des tas de solutions. Chaque rang est contrôlé séparément. Mesure d'humidité dans le sol et tout va un système sur computer. Ce rang-là à côté, il n'y a pas eu d'apport qui a été fait par les racines. Et là, sur ce rang-là, ça a été fait. Vous voyez la différence de végétation entre les deux rangs. C'est-à-dire qu'on peut effectivement piloter complètement la culture de la vigne. Nous, on est dans des systèmes en Europe extrêmement codés, codifiés. Les règles sont établies. Il faut faire comme les parents faisaient, comme les grands-parents. Et ça c'est pas beaucoup facteur de progrès. Ça, c'est... Enfin, non, je ne vais pas critiquer le monde dans lequel je vis. Liberté tous azimuts, coût de production peu élevé, les couplets d'une chanson qu'on entend à satiété depuis 20 ans. Le vin n'échapperait-il pas à la délocalisation qui a touché tant d'industries matures et nos terroirs dans tout ça? Ceux-là même qui ont fait la gloire de Michel Laroche à Chablis. On a eu un discours en France qui a été beaucoup trop attaché à cette notion de terroir. Il faut se rendre compte que dans le monde, tu peux faire des surfaces de vignes dans les endroits où le climat est bon, où tu peux faire de la vigne. Il y en a de nombreux, de très nombreux. Je suis désolé pour beaucoup de producteurs français qui, je pense, n'ont peut-être pas encore assimilé cette notion-là. Mais il y a un vrai danger, c'est évident. On ne va pas garder la suprématie pendant très longtemps. Hein. L'heure est venue pour les clients de Michel de déguster ses premières productions. Chardonnay, Pinot Noir et Cabernet Sauvignon, 3 vins de cépage réalisés selon un principe très cher à Jorge Coderch. Réduire les coûts, ça ne veut pas dire réduire la qualité. Il y a une grosse confusion à ce propos. Les gens pensent que si on réduit les coûts, on fera baisser la qualité. Mais non, c'est un concept. On se fixe une somme par hectare et avec ça, on doit augmenter la qualité. C'est l'avenir. On ne peut pas rêver d'être dans le monde en train de vendre du vin. C'est pas important d'être d'ici ou de là, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Vous êtes hors jeu si vous ne faites pas assez de volume. Si vous ne faites pas de la qualité et si vous ne réduisez pas vos coûts, vous êtes mort. Une idéologie et un avantage concurrentiel. En tout cas, le mariage franco-chilien séduit ses premiers dégustateurs. Pour le marché québécois, on cherche vraiment, justement, ce mariage-là. Parce que de plus en plus, on a des vins du Nouveau Monde, mais qui sont très, très modernes, qui sont faits par des œnologues australiens, qui, eux, sont extrêmement, innovateurs, mais des fois, c'est un peu trop. Et on aime ça, retrouver cette histoire qu'on retrouve avec les vins français. Il faut dire que 45% des vins qu'on consomme sont des vins français. Donc, de retrouver un peu de ces racines françaises dans un vin chilien, c'est intéressant. Si je me dis qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans dans le monde du vin, alors les grands crus, les grandes appellations françaises, ça va rester. Ça, ils vont faire très bon, ils ne vont pas arrêter d'améliorer leur qualité.
Et ça, vraiment, ça a un vrai potentiel. C'est la haute couture française. Hein. Et ça fait partie de ce domaine-là. Ce qui va avoir le plus de mal, c'est les petits produits. Tu vois, les gens qui n'ont pas des images vraiment établies, ceux-là vont souffrir terriblement parce qu'ils vont être obligés de se battre contre une compétition qui a des coûts de production qui sont plus avantageux et qui ont des qualités, des meilleurs rapports qualité-prix. C'est aussi basique que ça. Hein. Un pronostic qui sonne comme la fin d'un âge d'or. Une chose est sûre, encore sous le choc du crime de lèse-majesté, la France du vin bredouille son avenir. Là où nous sommes peut-être en train de nous tromper, en tout cas certains d'entre nous en France, c'est de se dire, tiens, ils sont en train de réussir avec des méthodes qui n'incluent pas ni la tradition ni le terroir, il faut les copier. Quand on les aura bien copiés, eux en même temps auront développé la notion de terroir et de tradition, et là ils nous feront la nique en disant, ben vous faites des vins modernes et nous on y va tout droit. Nous on a notre histoire, les autres ils ont leur histoire. Et à ce moment-là, il faut essayer de convaincre le consommateur, de l'expliquer que non seulement nous avons la technicité moderne, aujourd'hui nous avons la méthode moderne d'élaborer des vins aussi forte que celle qu'il peut y avoir dans les États-Unis d'Amérique, mais qu'en plus, nous avons 2000 ans d'histoire qui pèsent sur notre dos. Et si la France était son pire ennemi, oublieuse de ce qui a fait sa force, cet héritage qui seul peut lui faire conserver son leadership, cette histoire que le monde nous envie, ce supplément d'âme qui a fait des vins français un étendard de la qualité, mais aussi une certaine façon d'être au monde.